Bonjour Rémi. Rebonjour Karima. Hey, c'est drôle, tu sais, pendant l'été, souvent, on a l'impression que c'est relax, hein, on parle de sujets légers, il n'y a pas trop de débats. Puis j'ai l'impression que cet été, c'est un été très chaud, mais finalement assez politique, assez politisé. Il y a eu beaucoup de débats aussi. Tu sais, c'est un été particulier. Oui, puis en plus, moi, je me rappelle de l'été dernier, ça n'avait pas été ben relax non plus parce qu'on s'en allait vers une élection américaine. Donc, Trump avait été victime d'une attaque contre sa personne, d'un attentat contre sa personne. Moi, je pensais qu'on allait avoir droit à un été on va parler de jardinage, détendu. un petit peu de baignade, des choses comme ça. Puis finalement, ben écoute, ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, tu voulais revenir, c'est un article qui est sorti dans Le Devoir où il y a une journaliste qui s'inquiète de la montée de l'homophobie au Canada et elle a questionné, en fait, elle s'est penchée sur des accomplissements au pays en termes de quoi, là, d'accueil, notamment pour les immigrants qui se réclament d'être LGBTQ+, quand ils sont des demandeurs d'asile. C'est bien résumé. Je vais d'abord saluer ton élégance, Karima, parce que tu l'appelles, parce que c'est une journaliste. Moi, j'ai toujours trouvé que Sarah R. Champagne était la plus chroniqueuse des journalistes. Elle est récipiendaire d'un prix Judith Jasmin, mais à chaque fois qu'elle traite du sujet de l'immigration, c'est sa spécialité. On sent là, vraiment l'opinion, le bien épicé, bien en arrière. Donc, elle se pose la question à savoir si le Canada est encore un sanctuaire pour les immigrants LGBTQ+, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à demander l'asile, sous prétexte que dans leur pays, ils sont victimes de discrimination. Le droit les soutient dans leur démarche plus souvent qu'autrement. Et là, ils arrivent ici, ils font la demande, et là, elle se plaint déjà, la journaliste, du processus. Elle dit, le processus, c'est quand même un petit peu malhabile parce qu'on demande des preuves aux immigrants qui prétendent être homosexuels, qu'ils sont bel et bien homosexuels. Moi, à titre de citoyen canadien, je parle au nom de la loi, bien entendu. Moi, je veux que Immigration Canada pose des questions aux gens. Je veux qu'ils fassent une petite enquête parce que sinon, ça a l'air d'être un petit peu trop simple, immigrer au Canada. Donc, elle s'en plaint. Elle dit c'est pas vraiment bien. Le bien, c'est tellement un mot important. C'est insensible aussi parce que ces gens-là, des fois, ils veulent juste trouver refuge. Ils n'ont pas besoin d'aller. Ben non, je pense qu'il faut aller là. Je pense que ça s'appelle une enquête. Je pense que ça voudrait dire sinon que c'est pas sérieux. Mais le cœur de sa chronique, de son texte journalistique, ça concerne le fait que donc le Canada n'est peut-être plus un sanctuaire pour ces gens-là parce que oui, il y a bel et bien une lune de miel dans les 5 premières années, c'est son expression. Si, par exemple, vous fuyez le Cameroun, qui est un pays qui a la réputation là, en ce moment de très mal traiter ses communautés homosexuelles, bien là, vous arrivez au Canada, c'est évident que ça se passe mieux qu'au Cameroun. Mais pendant seulement 5 ans, dit-elle, parce qu'après 5 ans, les immigrants prennent le pli d'une société québécoise qui est encore très xénophobe, qui fait subir à ces immigrants de la discrimination dans le milieu de travail, dans le milieu du logement. Elle parle de racisme également. Donc, c'est un mirage, finalement. C'est un mirage qui dure au moins 5 ans. Et là, je me suis dit, mais carrément, qu'est-ce que j'ai été naïf, bête. C'est parce que moi, dans les dernières années, j'avais porté attention à quelques petits éléments qui visaient à expliquer ce phénomène-là. Je t'en donne 3. Moi, on m'avait dit, par exemple, que c'était Raphaël Provost, le directeur général d'un organisme qui s'appelle Ensemble et qui vient souvent à Cube et qui fait le tour des écoles. Lui, il était venu à Cube dire au micro de Richard Martineau qu'il fallait quand même l'admettre que depuis que le visage de Montréal avait changé, particulièrement dans les écoles, eh bien, les professeurs et ainsi que les gens qui organisent des activités, qui sont de passage dans les écoles, ils sont aux prises avec de plus en plus d'homophobie. Et lui, c'est quand même un homme de gauche, donc le bien, toujours le bien, l'empêchait de dire les choses plus simplement et plus clairement que je vais bien le faire tout de suite. Le visage de Montréal a changé, il y a de plus en plus d'immigrants dans les écoles, et oui, ça explique en bonne partie la hausse de l'homophobie à Montréal. Il l'avait dit, lui, Raphaël Provost l'avait dit. On se rappelle du professeur également, un étudiant plutôt en enseignement qui s'appelle Francis Richer, qui enseignait dans une école dans Côte-des-Neiges et qui recevait des messages le soir d'élèves qui lui disaient « Tu vas mourir, Francis, t'es un gay, t'es un ci, t'es un ça ». Et au micro de Patrick Lagacé, il avait été obligé d'admettre que ça venait d'élèves issus de l'immigration, ces insultes-là. Il y a un sondage léger, Karima, qui a été fait il y a quelques années sur le rapport à l'homosexualité des Québécois d'origine étrangère versus le rapport à l'homosexualité des Québécois nés ici, qui sont d'ascendance canadienne-française. 44% des Québécois d'origine étrangère trouvaient l'homosexualité, et je cite le sondage,
anormal. Donc là, à un moment donné, je reviens toujours avec ça cet été, mais si la priorité, c'est l'accueil des immigrants homosexuels, le fait qu'ils soient bien traités, peut-on mettre tous les facteurs d'explication sur la table? Parce que si on fait semblant que l'un de ces facteurs-là, qui se trouve à être un facteur quand même assez majeur, n'existe pas, petite nouvelle pour Mme Champagne, on passe à côté du sujet. On ne règle pas le problème, on n'améliore pas la condition des homosexuels. Ben écoute, j'allais dire, avec ta chronique, maintenant, tu parles de ces éléments-là, effectivement, qui ont changé depuis des années, des réalités sur le terrain. Évidemment, je pourrais te dire, là, ça va être super tabou. Ça va faire comme quand Paul Saint-Pierre Plamondon a fait sa sortie en réaction, justement, à l'article qui était publié dans le Journal de Montréal sur la criminalité, l'augmentation de la criminalité chez les jeunes, des tentatives et des meurtres même qui sont commis par des jeunes. Le journaliste posait la question, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'immigration? Lui, il en fait pas... Comme on disait en France, c'est pas un lien existentiel, mais il peut avoir un lien, effectivement, avec, par exemple, certaines gangs de rue, avec cette connotation-là. Bien là, c'est un peu la même chose. Là. On pourrait dire, tu joues là-dessus, puis tu sais que tu vas avoir une méchante gang encore qui vont venir taper là, sur ta chronique, sur tes propos. Qui s'en viennent, je suis capable d'en prendre. Mais c'est le problème de la vertu et de la bienveillance. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans sa gestion de ce dossier-là, il incarne bien un courage qui détonne, un courage qui nous surprend encore. On n'est pas habitué lorsque le réel, même s'il est manifeste et qu'il s'exprime dans la bouche d'un politicien, on n'est pas habitué de faire comme « Wow, ça fait du bien ». Il y a beaucoup de gens qui disent « Ça fait du bien, j'en fais partie », mais il y a beaucoup de gens qui sont comme déroutés, qui se disent « Est-ce que j'ai bel et bien compris ce qui vient d'être dit? » Tu penses pas que, je sais pas, j'ai l'impression, puis j'en parlais justement en début d'émission, le terme « wokisme » est peut-être galvaudé, mais c'est quand même une réalité, c'est une idéologie qui a beaucoup travaillé les esprits au cours des dernières années. Et je te dirais particulièrement au Québec, il y a une minorité agissante qui est très peu nombreuse finalement, mais qui a encore, je trouve, aujourd'hui, peut-être moins, mais qui veut jouer là-dessus, là, sur justement cette espèce de discours, puis de stigmatiser, on parle de stigmatisation, mais de stigmatiser ceux qui mettent justement sur la table les problèmes qu'on peut avoir, puis ce dont on discute aujourd'hui, puis de dire, finalement, tout de suite, c'est de la xénophobie, c'est du racisme, c'est de l'intolérance. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut aussi, nous, collectivement, qu'on se débarrasse aussi de cette forme d'emprise-là qui est complètement absurde. Ben, c'est une idéologie qui a travaillé le langage aussi. Et elle est bonne pour dire peu de choses ou refuser que l'on dise certaines choses. Elle a remplacé des mots qui étaient plus directs par des mots qui veulent absolument rien dire. On parle beaucoup d'inclusion. Ça veut tellement dire trop de choses, ça, qu'on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des affaires, effectivement. L'inclusion, moi, je ne veux pas inclure toutes sortes de pratiques qui vont contre l'égalité homme-femme, par exemple. Non, je ne veux pas inclure ça. Diversité de quoi? Qu'est-ce que... Ben non, mais c'est tout à ça, fait. Non, mais absolument. Puis je pense aussi que c'est une idéologie, et on me traitera d'arrogant, mais qui est relativement pauvre sur le plan intellectuel, parce que assez rapidement dans une conversation, son moyen rhétorique le plus utilisé, c'est quoi? C'est l'intimidation. C'est de dire, regardez, vous êtes un raciste, parce que quelqu'un nomme le réel. Peut-être juste s'en foutre aussi, à un moment donné. Oui, mais c'est pas... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire face à ça. Oui, c'est vrai. OK? Donc, la plupart des gens, ils n'ont pas juste ça à faire de leur journée aussi. La vie, elle est demandante. La vie, elle est lourde. Il y a plein de responsabilités dans une journée. Donc, c'est un stress avec ton employeur, ci ou ça. Tu as peut-être certaines considérations. Comme tu dis, tu as ta famille, tu gères tes affaires. Tu n'as pas nécessairement le goût de gérer ça non plus, d'être en combat au quotidien. Là. Et c'est un combat. Et c'est un combat, donc ça va prendre du courage. Je ne connais pas de bagarre qui s'est terminée par quelque chose d'autre que la manifestation supérieure du courage d'un des joueurs versus son adversaire. Donc ça va prendre du courage. Ça va prendre aussi, je l'ai déjà dit ici, du sacrifice. Il y a des gens qui vont sacrifier leur réputation. Il y a des gens qui vont sacrifier des amitiés, des relations pour, je pense, le bien de la liberté, pour dire les choses comme elles le sont, comme on les observe tous, parce que tout le monde est d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, y compris les gens qui l'insultent. Tout le monde est d'accord. Le groupe s'appelle Arab Power. C'est parce que ça a un peu rapport avec des Arabes. Ça s'appelle Arab Power. Donc, essayez de contredire ça. Bonne chance. Levez-vous tôt. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Je vous conseille plus qu'un café. Puis en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Bien, en fait, puis ça qui est le pire, c'est que c'est pas de généraliser toutes les personnes de la communauté arabe. Ça, au contraire, c'est que je trouve que quand on tait
un débat, c'est comme si c'est l'effet inverse. C'est comme si tu assimiles finalement toutes les personnes immigrantes alors que non, c'est une partie. Puis d'ailleurs, c'est même souvent, c'est des parents de ces communautés-là qui vont dénoncer ces personnes-là en disant « Hey, ils nous représentent pas, on veut pas de ça, puis on veut pas de ça pour nos enfants. Donc, aidez-nous, faites quelque chose. » Puis si, à un moment donné, on tait qu'il y a des gangs de rue, puis qu'il y a des composantes, comme, mettons, tu as parlé du groupe, c'est Arab Power. Bon, ben à un moment donné, si on n'en parle pas, ces personnes-là prolifèrent sur le dos de notre, si tu veux, de notre manque de courage, sur le dos de notre silence. On devient complice par notre silence parce que là, tu mets pas de travailleurs de rue, tu mets pas de policiers et tu fermes les yeux. Donc, tu as une partie de cette jeunesse-là qui deviennent des cibles, des victimes potentielles de ces gangs criminalisés. Fait que c'est pas de stigmatiser, c'est pas de faire l'équation immigration égale ça, mais c'est de dire oui, ça fait aussi partie de la composante. Puis, si on veut trouver des solutions, ben il va falloir dire que c'est ça aussi la réalité. C'est pas toujours tout le temps beau. C'est pas toujours des belles fleurs, de belles couleurs et tout ça. Là, des fois, c'est pas beau ce qu'on regarde, puis on se dit, OK, là, il y a de la criminalité, il faut faire de quoi? Puis peu importe l'origine ethnique, à un moment donné, il faut s'attaquer au problème. Oui, tout à fait. Puis on parle de bien constamment. Le mal existe. Eh bien oui, il y en a qui le découvrent aujourd'hui. Et le silence est complice. Parce que pendant des années, on disait, il y a juste ceux qui disent quelque chose et son contraire, qui sont non. De se taire constamment, de faire semblant que quelque chose n'existe pas, à un moment donné, ça fait de vous un complice. Rémi Villemure, on se parle demain. Bye bye. Salut.